Midi 13h, André Berkoff. Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Et oui, en pleine place Masséna. Vous venez d'entendre le général de Gaulle, non pas pour l'appel du 18 juin, mais pour l'appel à la culture, avec la musique de Chris Isaak. Et on est à Nice à la Bella, on est vraiment heureux d'y être. Et on va parler évidemment du carnaval. Et vous allez voir, tous sont là. Ils sont venus, ils sont sous Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Donald Trump et Marlène Schiappa en guest star. Notre Marlène Schiappa, nous, non pas Lydie Marlène, mais l'autre. Et puis on va parler évidemment des studios de la Victorine qui fêtent leur 100e anniversaire. Le studio le plus mythique du monde, on peut le dire. Et nous en parler évidemment de nos coups de cœur, de nos coups de gueule. Tout est là et vive Nice. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Réagissez sur le Twitter, Facebook et sudradio.fr. TF1, The Voice. Recontextualisation. Les auditions à l'aveugle continuent pour Julia Claire, soprano, Jennifer et Mika. Karine, juste précise, juste quand tu fermes, The Voice, présenté par Nico Saliagas. Demain à 21h sur TF1. Domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Le général de Gaulle, la culture est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Il a raison, hein, à l'heure où l'on massacre, où l'on tue, où l'on dégrade des monuments, que ce soit des églises ou à Palmyre ou des Bouddhas à Bamiyan, il est important de rappeler la culture et nous sommes dans une ville de culture, nous sommes à Nice et nous allons donner nos coups de gueule, nos coups de cœur, le carnaval et les studios de la Victorine. Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Boss pour le boss, pour le boss du boss, boss pour le boss. Elle est vraiment super, la caissière du super, pour le boss du boss. Et oui, Arthur H, qui rend hommage aux caissières, André Berkoff, un métier qui est malheureusement en voie de disparition avec le développement donc des caisses automatiques, des achats par internet et aussi des drives. Et aujourd'hui, la tendance, c'est les supermarchés sans caissière, donc qui fonctionnent. Oui, pas sans caissière. Nuit et jour, André. Oui, et puis je vais vous dire, hein, c'est quand même, on en parle à Nice, pourquoi? Parce que aujourd'hui, faire ses courses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est possible à Paris depuis un an, à Lyon depuis décembre dernier, et c'est désormais possible à Nice depuis quelques jours dans le supermarché Casino Ferber, situé au 2 boulevard René Cassin. Pas de personnel, c'est ça le problème, pas de personnel. Non, pas de caissière, rien que des vigiles. À partir de minuit, vous vous servez, voilà, à partir de minuit bien sûr, mais ouvert 24 heures sur 24. Alors on se dit au départ, mais écoutez, c'est pas mal, à n'importe à 5 heures du matin, je peux venir faire mes achats, tout ça. Mais c'est désert, hein. À part les vigiles, tout est machine, tout est guichet absolument automatique. Je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle ou pas, mais ça pose quand même problème. Est-ce que ça va marcher ? C'est trop tôt pour le dire, mais c'est clair que ça ne plaît pas à tout le monde. Oui, c'est clair que cette initiative ne plaît surtout pas donc aux syndicats, notamment à la CGT. Et nous a rejoint au standard de Sud Radio donc Dominique Larose, qui est référente commerce Alpes-Maritimes. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, c'est qu'au départ on peut vous dire, mais écoutez, si je suis consommateur, et après tout, mais c'est très très bien, c'est formidable, je peux aller acheter ce que je veux à l'heure où je veux, mais en même temps, pour vous, ça pose problème, et pas seulement pour vous, Dominique Larose. Mais oui, ça pose problème, parce que la nuit, on marche avec des caisses automatiques. Ouais. Donc complètement déshumanisé, il n'y a plus de caissière, il n'y a plus personne. Et puis on marche avec 2 ou 3 vigiles qui au niveau de la sécurité, je pense pas que pour eux ça va être facile, puisque s'il y a des situations où il y a des groupes qui arrivent, parce qu'il faut savoir qu'ils vendent pas d'alcool, il y a dans certaines situations ça doit être compliqué quand même sans vendre d'alcool. Donc s'il y a des populations qui arrivent et qui sont menaçants, je pense pas qu'à 2 vigiles, ils puissent faire quelque chose. C'est clair que s'il y a que 2 ou 3 vigiles, ça va être compliqué. Mais au-delà de ça, Dominique Larose, est-ce que ça pose, c'est vrai, le problème, et je vais vous dire,
On est venu de Paris, on a pris l'avion pour arriver à Nice, et c'est vrai que la déshumanisation, on la sent aussi dans les aéroports de Paris et d'ailleurs. Ça veut dire qu'il faut faire soi-même son billet, soi-même son ticket de bagage, soi-même amener son bagage, et on se dit que quand il y a 8 millions à 9 millions de chômeurs, c'est vrai que c'est un peu embêtant, ça. Ben oui, puis on nous parle du pouvoir d'achat, mais c'est sûr qu'en mettant tout le monde au chômage, le pouvoir d'achat, ça va pas s'arranger. Hein. Et puis le problème, c'est qu'on fait des nouveaux métiers avec toutes ces machines, sauf que les entreprises, ils n'ont pas prévu la reconversion des caissières et de tout le personnel qui est concerné par ces machines. Ouais. Donc malheureusement, on ne sait pas où on va. Hein. C'est le travail de nuit. Oui, mais Dominique Larose, le casino vous répond, mais attendez, de toute façon, la nuit, on était fermé, donc on ne diminue pas le nombre d'employés, simplement, on ouvre la nuit, et puis ça permet aux gens... qu'est-ce que vous répondez quand vous dites ça? Mais attendez, ça ne touche pas les gens de la journée, il y aura toujours du personnel, simplement c'est la nuit. Est-ce que vous avez peur, quelque part, que ça peut s'étendre également à la journée? Bien sûr, et c'est en train de s'étendre. Je crois que toutes les grandes surfaces, là on parle de casino, mais Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, ils sont tous sur le projet du tout machine, avec de moins en moins de personnel. Parce que pour l'instant, leur plus gros poste, leur plus gros budget, c'est les frais de personnel. Donc tout ce qu'ils veulent, c'est avoir plus d'argent pour les actionnaires. Donc moins on a de personnel et moins on dépense. Donc les caisses automatiques, malheureusement, c'est dans leur projet. Et je pense que le métier de caissière, dans quelques années, il n'existera plus. Ouais. Et la reconversion, il n'y a pas de plan de reconversion, il n'y a rien qui est fait pour le moment à votre connaissance? Aucun. Moi, je suis caissière moi-même à la base. Ouais. Si je sais plus faire la caisse, je vais me retrouver où? Alors en rayon, on n'embauche plus parce qu'on prend de moins en moins de personnel aussi. Donc, les caissières, elles sont au chômage. Malheureusement, je vois que cette solution pour l'instant dans l'immédiat. Oui, et pas que les caissières, André, parce que d'autres métiers sont touchés. Il y a le métier de comptable, d'employé de banque et d'assurance, de secrétaire, de manutentionnaire. Les caissières, malheureusement, ne sont pas les seules. Hein. Juste un mot, est-ce que vous allez, vous pensez que ça va provoquer vous allez faire des mouvements de protestation? Est-ce que vous allez réagir et sous quelle forme? Bien sûr. Alors à la CGT, pour l'instant, on a ce qu'on appelle les mardis de la colère. Ça veut dire que tous les mardis, il y a des manifestations sur beaucoup de secteurs. Bon, nous, on a été mardi, on était sur Amazon. Puisqu'Amazon aussi, il y a beaucoup d'automatisation, de moins en moins de personnel et des conditions de travail qui deviennent dramatiques. Et sur la région de Nice, je pense que les grandes surfaces, oui, bien sûr, parce que là, il y a eu les négociations. Il faut savoir que sur les Carrefour Market, on a eu 1,5% d'augmentation. Donc moins quand même que le pouvoir d'achat. Donc ça devient un problème. C'est un vrai problème. Oui. Ouais. Merci Dominique Larose. Ouais. Merci. Vrai problème qui s'ajoute aux autres. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal. Les universités, c'était pas Jussieu, c'était pas Censier, c'était pas Nanterre. Et oui, Philippe Clay, le fameux chanteur engagé, s'en prend à la génération de mai 68, qui, elle, n'a pas, comme lui, été jeune sous l'occupation, André, mais aujourd'hui, les universités, on peut dire qu'elles ont changé de visage, notamment celle de Nice, Côte d'Azur. Oui, heureusement, c'était il y a 50 ans, effectivement, Philippe Clay réagissait contre les gauchistes de mai 68. Ça avait fait beaucoup de polémiques à l'époque. Enfin, on est en 2019. Aujourd'hui, eh bien, il se passe des choses très intéressantes, notamment à l'université de Nice-Côte d'Azur. Eh bien, ils ont décidé de valoriser le temps que passent les étudiants au sein d'associations. C'est-à-dire que les étudiants de Nice doivent s'engager à passer un minima de 20 heures dans une association, ce après quoi ils obtiendront 0,25 points en plus dans la moyenne de semestre. Eh bien, je vais vous dire, moi, je trouve ça très, 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 très bien. Qu'il y ait la solidarité, qu'on s'engage dans des associations, qu'on fasse des choses, c'est une nouvelle option. Et effectivement, c'est l'engagement associatif et il est fondamental, il est extrêmement important aujourd'hui. Et qu'on donne cette carotte aux étudiants pour y aller, que ce soit sur Amnesty International, qui ce soit le Croix-Rouge, qui soit le Secours Populaire, ou etc. Eh bien voilà, l'Université de Nice a décidé de donner à ses étudiants la possibilité de le faire sur le domaine des sciences, l'éco-responsabilité, etc. C'est très très important. Même, je vous dis, le ramassage de mégots,
ce qu'il faut dire, tout. Vous savez, le problème, c'est pas de rester son cul sur la commode, c'est de bouger, c'est d'agir. Et tout ce qui est agir dans le côté de la solidarité, de l'environnement, de la dépollution, c'est une très bonne chose. Et bravo pour justement que ce ne soit pas uniquement, on est dans l'université, on n'a rien à faire du reste, vous savez, on est très occupé, on étudie, et ben vous étudiez, et ben vous aurez 0,25 points de plus, et c'est très bien pour cela. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et oui, Paul McCartney, bien cette sublime chanson, André, Paul McCartney, il l'a composée ici à Nice. C'était en 1967, il séjournait à l'hôtel Negresco. Et oui, voilà, le fameux palace. L'histoire qui fête cette année, donc c'est 106 ans. 106 ans, absolument, le Negresco. Et le Negresco, c'est l'un des hôtels mythiques du monde. Et on aurait aimé écouter évidemment The Fool on the Hill pendant 1 heure, Paul McCartney, les Beatles. Et le Negresco, Céline, c'est véritablement un hôtel mythique. C'est un hôtel, on est à 100 mètres du Negresco, ici, là, sur la place Masséna. Et c'est Jeanne Augier qui est morte à 95 ans le 7 janvier dernier, qui a été plus de 60 ans la propriétaire du palace. Et il faut savoir que l'hôtel Negresco à Nice, c'est un musée. C'est un musée, il a été créé en 1913, vous l'avez dit, et elle a collectionné des sculptures, des peintures. Oui, c'était une collectionneuse, elle était compulsive dans ce domaine-ci. Elle a fait effectivement, comme vous l'avez dit, du Negresco un véritable musée. Aujourd'hui, il y a 6000 œuvres, André, qui sont disséminées dans le palace. Vous imaginez 6000 œuvres. Il y a des grands maîtres du classicisme, il y a François Boucher, il y a du Salvador Dali, il y a Niki de Saint-Phal, il y a des bustes du XVIIIe siècle, c'est extraordinaire. Il y a Salvador Dali aussi, André. Oui, je l'ai dit. C'est extraordinaire. Il y a des photos Louis XV, il y a énormément de choses. Franchement, ça vaut le coup même d'entrer dans le bar et les salons de l'hôtel Negresco, c'est formidable. Et puis il y a eu des célébrités. Et oui, toutes les plus grandes stars, effectivement, ont posé un jour leur valise dans cet hôtel. André, Grace Kelly, Cocteau, Chagall, Louis Armstrong, Michael Jackson, donc, et Dali. Vous avez connu, et vous savez que Dali, ce qu'il disait, je suis un porc, mais un porc excellentissime. C'était extraordinaire. Burton, c'est là où Burton a offert, écoutez, on était à la Saint-Valentin hier, eh bien, Burton a offert un diamant de 24 carats à Alice Taylor. C'est pas beau ça, ouais. Vous allez me dire, tout le monde peut pas offrir un diamant de 24 carats, mais c'est pas mal. Et tout le monde est venu, Charles Aznavour, Charles Trenet, il fêtait leur anniversaire, Belmondo, Jeanne Moreau, Helmut Newton, le photographe. Tout le monde est venu au Negresco, et y compris Elton John, je crois. Oui, Elton John, effectivement, qui a même tourné les intérieurs du clip I Am Still Standing. C'est en 1983. Autre belle anecdote, André, c'est à la fin d'un de ses séjours donc au Negresco, Bill Gates, donc le patron de Microsoft, a envoyé à la direction de l'hôtel un chèque en blanc avec cette mention: indiquez le montant que vous désirez recevoir. Mais l'offre, bien sûr, n'a pas été honorée. Voilà, Microsoft est d'une micro-hard. Eh bien, Negresco, on le visite. Et oui, alors André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio en direct de la place Masséna de Nice. Et on va parler donc du carnaval de Nice qui commence demain. On sera avec Gérard Artufel qui est sculpteur et dessinateur. Depuis 15 ans, il fabrique ses fameux chats. Et il va tout nous raconter donc sur les secrets donc, de fabrication. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Borger, André Berkoff. Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Nous sommes en direct de la place Masséna de Nice, en partenariat avec Nice Matin, et à l'occasion de la 135e édition du Carnaval de Nice. Évidemment, on a parlé du cinéma, on a parlé avec Gérard Artufel de l'extraordinaire automatisation, mais en même temps du côté humain et du talent humain des sculpteurs. Eh bien, on va parler aussi du 100e anniversaire d'un studio mythique
les studios de la Victorine à Nice. Et oui, ces studios, André, qui ont vu défiler effectivement plein de réalisateurs, plein de grandes stars, notamment Marcel Carné, François Truffaut, Jean Cocteau, Jacques Demy, Alfred Hitchcock, Woody Allen et plein d'autres, donc grands réalisateurs de talent. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Émeric Jeudi, qui est chargé de mission à la ville de Nice auprès de Jean-Jacques Ayagon. Et ensemble, donc, ils préparent une très grande exposition sur l'histoire de la ville de Nice et du cinéma. Cette exposition, eh bien, elle va démarrer en mai, elle va durer jusqu'au mois de septembre et elle aura lieu donc au musée Masséna de Oui, Nice. mais alors là, on est là aujourd'hui pour parler effectivement de cet anniversaire. Mais alors, Émeric Jeudi, je voudrais savoir, les studios de la Victorine, ça a commencé quand exactement et par qui? Alors les studios de la Victorine, ça commence en 1919. Ces deux hommes, Louis Nalpas et Serge Sandberg, qui s'unissent et qui rachètent une propriété de la famille Masséna, une grande famille niçoise, une propriété de campagne, une petite villa en fait, et ils la transforment en studio de cinéma. Et donc cette année, on fête le 100e anniversaire. C'était encore le muet à l'époque. C'était encore le muet. C'était encore le muet. Et c'était un pari audacieux puisqu'on va être quelques années plus tard à la charnière entre le muet et le parlant. Et oui. On fait encore un studio vitré, un studio en vitrine qu'on devra transformer quelques années plus tard justement pour permettre l'arrivée du Et parlant. ça commence tout de suite, les cinéastes arrivent tout de suite. Ça commence tout de suite. Ça commence même un tout petit peu avant et bien avant du coup pour le cinéma à Nice puisque la thématique du carnaval est vraiment très intéressante cette année. Les opérateurs des Frères Lumière arrivent à Nice en 1896, donc c'est-à-dire qu'après les premières projections à Paris et à Lyon des Frères Lumière, quelques mois après arrivent à Nice les opérateurs des Frères Lumière qui captent des images du carnaval. Et donc en 1896, les Lumières captent des images du carnaval. Du carnaval de Nice. Déjà. Les premières et images donc les du cinéma, premières images animées de Nice sont des images du carnaval qui sont rediffusées le 28 février 1896 dans un casino de Nice. Et donc on a ici 123 ans d'une histoire intimement liée. Encore ces images On n'a pas celle-là, on en a d'autres de 97. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors parlons maintenant des grandes heures effectivement de la Victorine. C'était en fait sous la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, hein? Alors la Victorine, comme je le disais, est née en 19. Elle va accueillir des grands cinéastes autour des années 25, par exemple, comme Rex Ingram, qui s'installe pour le compte de la Metro-Goldwyn-Mayer, du coup, au studio de la Victorine. Les Américains arrivent Les donc Américains vite, arrivent donc très vite au studio. Et effectivement, à l'heure de la Seconde Guerre mondiale, qui est une époque noire et particulièrement pour le cinéma, Paris est occupé au début de la guerre. Nice est en zone libre. Et beaucoup d'artistes viennent ici, c'est ça. C'est valable pour tous les artistes, mais y compris pour les cinéastes, se réfugient à Nice. Et donc Nice va devenir un point de ralliement pour beaucoup de cinéastes. Et d'intellectuels aussi. Comme Carnet, par exemple, qui va y réaliser de grands films, notamment Les Visiteurs du Soir et Les Enfants du Paradis, qui font du coup partie des grandes heures de la Victorine. Patrimoine mondial. Et donc paradoxalement, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, du coup, la Victorine, alors dans des conditions bien particulières, hein, puisque Nice sera occupée une première fois par les troupes italiennes, puis par l'Allemagne nazie, mais on est vraiment dans un, comme le cite Pascal Horry, un grand historien qui a travaillé sur le sujet, entre enfer et paradis, et donc on a quand même la réalisation ici d'un grand film, même si c'est dans des conditions très très compliquées. Oui, parce qu'il faut dire que les studios ont été repris à une époque par l'Italie fasciste. Alors c'est vrai qu'en 42, les lois anti-juives, où on avait parlé, étaient appliquées. Donc comment ça s'est passé? Il y a dû y avoir des difficultés de tournage, j'imagine, à l'époque. Alors pour la reprise administrative, effectivement, à Cinecittà, les grands studios du coup italiens entrent au capital de la Victorine, pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc on a des coproductions du coup franco-italiennes à cette époque, particulièrement pour les films qui sont tournés en 42-43 à la Victorine. Et effectivement, Nice ensuite, les lois anti-juives s'appliquent à Nice, et donc c'est très très compliqué. La Gestapo arrive jusque dans les studios, par exemple pendant le tournage des Enfants du Paradis, où on est avec 1500 figurants, et donc pour traquer y compris des figurants juifs qui s'y trouvent. La censure s'imposait à l'époque complètement. Alors la censure s'impose, et y compris du coup jusqu'à la confiscation de cinéma qui sont tenus par des juifs, jusqu'à des dénonciations évidemment, par exemple jusqu'à un projectionniste, qui est juif, etc. Et Carnet, du coup, continue malgré tout à tourner ce film. Il travaille avec un grand décorateur qui est Tronner, avec Cosma pour la musique, qui sont
du coup engagé clandestinement sur le film avec un système de prête-nom, etc. Pour pouvoir par exemple continuer à comme les visiteurs du soir qui racontent la résistance et leur symbole, c'est formidable. Et donc on trouve justement des thématiques comme ça où on peut parler de la résistance de façon et ça a continué après-guerre. Alors racontons un peu l'histoire des studios de la Victorine. L'activité a été aussi forte ou elle a un peu diminué Alors l'activité de la Victorine, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a toujours été elle ne s'est jamais stoppée. Alors il y a des hauts, il y a des bas, il y a des années où on va avoir une quantité énorme de films et d'autres un peu moins, mais il y a toujours eu une forte activité. Et dans les années 70, par exemple, c'est la nouvelle vague qui va amener du coup un regain d'activité pour qu'est-ce qui a été la fameuse nuit américaine de Truffaut, par exemple, Truffaut en 73, du coup à la Victorine. Et alors c'est un film sublime parce qu'en plus c'est une mise en abîme, c'est le film dans le film, et donc on montre en plus la fabrique du film, du coup, à la Victorine, en fait. Et il a été tourné intégralement à la Victorine, Il est tourné intégralement à la Victorine et en centre-ville à Nice, parce que n'oublions pas que le cinéma à Nice, c'est évidemment les studios, mais c'est aussi énormément de tournages dans la ville, énormément de tournages dans les hôtels, par exemple, à l'hôtel Atlantique, par exemple, dans le cas de la nuit américaine. Il y a eu beaucoup de... Rappelez-nous les grands films qui ont été tournés à Nice, enfin pas seulement en studio, mais à Nice. Il y a Jeanne Moreau, la Baie des Anges. Jeanne Moreau, la Baie des Anges, par exemple, Demi, tourne en 62, du coup, Baie des Anges, et donc Varda, quelques années auparavant, en 58, tourne du côté de la côte. Donc là, on est sur des grands réalisateurs et qui tournent en extérieur à Nice. D'autres précurseurs l'avaient fait avant, Jean Vigo, à propos de Nice, en 29, etc. Et puis dans les années 50, il faut citer aussi le sublime film de Tati, il y a eu Mon Oncle, donc a été entièrement tourné à la Victorine. Il y a eu La Main au collet. Alors Mon Oncle, pour les intérieurs, parce que toute la villa Harpel qu'on voit dans Mon Oncle est reconstituée du coup en studio à la Victorine. En fait. Il y a eu aussi La Main au collet d'Hitchcock, La Main au collet, avec Gary Grant et Grace Kelly. La Main au collet qui est une ode à la Côte d'Azur et pas seulement à Nice, mais du coup beaucoup de scènes sont tournées en studio aux États-Unis. Et il faut savoir, c'est notre côté closer, mais on aime bien. C'est à cette occasion que Grace Kelly a rencontré Régnier Loiseau. Exactement. Et vous, André, c'est dans les années, dans les studios de la Victorine, dans les années 60, effectivement, je crois 50, que vous avez rencontré Raymond Moretti. Elle va me faire retourner en 1922, on sent là. Elle va me faire connaître Jean Vigo bientôt. Non, c'est vrai. Moi, je dois dire, j'ai ça a été important. Exactement, il y a 50 ans, je suis allé au studio de la Victorine, mais pas pour un film, pour le tournage d'un film, pour un grand peintre niçois, Raymond Moretti, qui exhibait le monstre, cette espèce d'extraordinaire sculpture. Et je me rappelle, je suis allé par hasard, je ne connaissais pas du tout Moretti, j'ai vu ça, j'ai évidemment visité les studios de la Victorine, et c'est vrai que ça a été une aventure extraordinaire, et c'est comme ça que j'ai connu tous ces Niçois, Lucera, André Asseo et Romain Gary, qui, comme vous le savez, a fait ses études à Nice et qui venait très très souvent à Nice. Et on se retrouvait entre les studios de la Victorine et l'esquinade sur le Vieux-Port, qui n'existe plus, mais... Alors la récente adaptation du coup de la Promesse de l'Aube du coup est aussi du coup une mise en valeur du paysage de Nice dans le cinéma, et les studios de la Victorine sont... Vous avez eu, ils ont tourné une partie? Non, pas du tout. La Promesse de l'Aube pour la avec Charlotte des Anglais et Pierre Ninet, magnifique film. Et les studios de la Victorine sont effectivement liés beaucoup au milieu artistique, et il y a beaucoup d'artistes. On aura le Mystère Picasso, on aura le Testament d'Orphée de Cocteau, extraordinaire film. Donc il y a beaucoup d'artistes aussi qui effectivement s'emparent de la Victorine et réalisent franchement, quand on voit ça, certains de leurs plus gros films. Le Testament d'Orphée, c'est un des plus beaux films de Cocteau. Le Mystère Picasso, c'est magnifique. Et dites-moi aujourd'hui, allez, parlons un peu de l'avenir, le présent et de l'avenir. Franchement, ça reste aussi fort ou c'est plus compliqué? Alors, ça reste un studio de cinéma. Les studios ont été repris en régie municipale l'année dernière, et donc à partir de la mairie, mais enfin c'est la mairie qui gère. D'accord. Et donc il y a tout un comité qui s'est organisé, qui est présidé par Éric Garando, l'ancien président du CNC. Donc le comité Victorine, du coup, qui est chargé du coup de plancher sur le projet futur en fait, et sur ce qu'on va y faire pendant les prochaines années. Mais d'ores et déjà, c'est toujours un studio, et il accueille des tournages. Très bien. Alors un mot sur l'exposition que vous préparez actuellement, donc qui aura lieu au musée Masséna.
Alors du coup, Jean-Jacques Ayagon assure le commissariat de cette exposition qui revient sur ses 123 ans de cinéma, donc une longue chronologie de 1896 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2019. Et année par année, on documente ou un film ou un lieu de Nice en rapport avec le cinéma ou une architecture de cinéma, parce qu'à Nice, c'est aussi le cinéma dans la ville. Ouais. Et donc on parle aussi beaucoup de cet aspect-là. Donc beaucoup de photos, beaucoup de photos, beaucoup de plans, des projections. On a la chance de travailler avec la Cinémathèque française qui nous prête beaucoup de ses collections, et donc on retrouve également des éléments mobiliers, des éléments de costumes, des éléments de décor. Super. Donc c'est un vaste portrait de Nice. Sud-Radio reviendra à Nice pour cette exposition de Masséna. Est-ce que Jean-Luc Godard a tourné à Nice ou pas? Alors Jean-Luc Godard a tourné, je crois, un film Pierrot le Fou, je crois, à Nice. Sur la Côte d'Azur, à Nice, oui même. À la Victorine, je crois. Non, parce que je rappelle Jean-Luc Godard, parce que je rappelle 2 phrases de lui, il en a prononcé de magnifiques, quand il dit le cinéma, c'est une image juste, mais aussi juste une image. Et c'est lui qui a dit aussi que quand vous regardez la télé, vous baissez les yeux, quand vous regardez votre écran de cinéma, vous haussez les yeux. Ah, c'est joli. Et Godard viendra pour des masterclass aussi à la Cinémathèque de Nice, puisque Nice accueille depuis 1976 une cinémathèque qui organise du coup de nombreux événements en rapport avec le cinéma. Et ces masterclass, non, vous ne savez pas encore. Entre mai et septembre, donc pour les masterclass. Avec Jean-Luc Godard. Ah non, je parlais du passé. Il en a fait. Ah, d'accord. Oui, absolument. Et juste un mot, en ce moment, il y a des films qui se font en ce moment, qui se tournent en ce moment. Oui, il y en a qui se tournent en ce moment. La ville a mis en place depuis une dizaine d'années un bureau des tournages, en fait, qui est chargé du coup d'accueillir vraiment tous les réalisateurs qui veulent tourner à Nice, et donc on facilite ces tournages-là. Et c'est bien pour ça qu'il faut venir à Nice, parce que Nice, c'est un film, et le cinéma, c'est aussi Nice. Merci Éric Joly, André Berkoff. On vous retrouve lundi à midi sur Sud Radio, et vous serez donc comme tous les jours dans tous vos états. D'ici là, vous pouvez réécouter le podcast de cette émission sur sudradio.fr. Tout de suite, c'est Jacques Pessis pour Les Clés d'une vie aujourd'hui. Donc il reçoit Michel Garcia qui vient présenter, donc Ça reste entre nous, une pièce qu'elle joue actuellement au Théâtre Gymnase de Paris. Sud Radio. Parle en vrai. Sud Radio, parle en vrai.